Le temps a toujours été l'un des plus grands énigmes de l'existence. Invisible, intangible et pourtant absolument indispensable, il est la ligne sur laquelle se déroule tout ce que nous connaissons. Depuis l'instant où l'univers est né, il y a plus de 13 milliards d'années, jusqu'à la seconde présente où tu écoutes cette narration, le temps n'a jamais cessé d'agir. Mais existe-t-il réellement? Ou n'est-il qu'une invention de l'esprit humain pour comprendre la succession des événements? Cette question, qui traverse l'histoire de la philosophie et de la science, pourrait révéler non seulement la nature de l'univers, mais aussi l'essence même de ce que signifie exister. La plupart d'entre nous croient intuitivement que le temps est quelque chose de réel. Il s'écoule dans une direction continue du passé vers le futur, entraînant tout avec lui. Nous mesurons cet écoulement avec des horloges, des calendriers et des équations. Pourtant, lorsque les physiciens et les philosophes tentent de définir ce qu'il est vraiment, un malaise surgit. Personne ne parvient à le décrire complètement. Ce n'est ni une substance, ni une énergie, ni une force, et paradoxalement, il ne peut pas être observé directement. Le temps ne se révèle qu'à travers ses effets, le mouvement des corps, la transformation de la matière et le changement des états. Dans la physique classique, le temps était perçu comme quelque chose d'absolu, indépendant de tout, un fond fixe sur lequel les événements se déroulaient. Mais cette idée commença à s'effondrer au début du XXe siècle, lorsque Albert Einstein montra que le temps n'est pas universel. Il dépend de la vitesse et de la gravité. Cela signifiait qu'il n'existe pas un seul maintenant pour tout l'univers, et que le temps peut s'écouler plus lentement pour certains observateurs que pour d'autres. Le temps, par conséquent, n'est pas la scène, mais une partie même de l'intrigue. Bien avant la science moderne, la philosophie soupçonnait déjà la nature illusoire du temps. Saint Augustin, par exemple, disait qu'il savait ce qu'était le temps, mais seulement jusqu'au moment où quelqu'un lui demandait de l'expliquer. Les penseurs grecs, quant à eux, voyèrent le temps comme un cycle, quelque chose qui ne progresse pas vers l'avant mais revient sur lui-même, comme les saisons et le mouvement des astres. Cette vision circulaire contraste avec l'idée moderne d'un temps linéaire qui commence avec le Big Bang et se termine peut-être par la mort thermique du cosmos. Le temps est aussi le fil qui relie l'expérience humaine. Sans lui, il n'y aurait ni mémoire, ni attente, ni apprentissage. Le cerveau humain, pour interpréter la réalité, doit diviser le flux continu des événements en passé, présent et futur, créant ainsi l'illusion d'une séquence. Mais l'univers, dans sa forme la plus fondamentale, ne reconnaît peut-être pas ses frontières. Ce que nous appelons le présent n'est peut-être qu'une coupe limitée de la totalité d'un espace-temps plus vaste, où tout existe déjà en même temps. C'est là le cœur du mystère. Si le temps est réel, il doit exister indépendamment de la perception humaine. Mais s'il est une construction mentale, alors peut-être que l'univers est intemporel, un grand bloc statique où rien ne se produit réellement et où le mouvement n'est qu'une illusion de la conscience parcourant ce bloc. La physique moderne et la philosophie s'entrelacent dans ce doute. Et ce que nous avons découvert au cours des dernières décennies, c'est que les deux réponses peuvent être à la fois justes et fausses. Chaque seconde qui passe, l'entropie de l'univers augmente, donnant l'impression que le temps a une direction. Pourtant, les lois fondamentales de la nature, comme les équations de la mécanique quantique et de la relativité, ne distinguent ni le passé ni le futur. Elles fonctionnent de manière identique dans les deux sens. Cela signifie qu'au niveau le plus profond, le temps ne s'écoule pas, il est simplement. Ce qui bouge, c'est notre conscience, qui expérimente une succession d'états et appelle cela le passage du temps. Ainsi la question demeure, le temps est-il le moteur de l'univers ou simplement le reflet de quelque chose de plus profond? Serait-il une propriété émergente, comme la température ou la pression, qui n'apparaît que lorsqu'il y a des observateurs et des systèmes complexes? Ou serait-il une dimension fondamentale, aussi réelle que l'espace que nous occupons? La réponse à ces questions redéfinit non seulement la physique, mais aussi la notion même d'existence. Et tandis que nous tentons de le comprendre, le temps, réel ou non, continue de s'écouler implacable dans nos vies. Bien avant que la science ne cherche à déchiffrer le temps, l'être humain a appris à le ressentir. Le temps est né pour nous, non pas comme une équation, mais comme une sensation. Il est né de l'aube et du crépuscule, du cycle des récoltes, des marées, des phases de la lune. Chaque changement de la nature racontait une histoire, et l'homme, en observant le ciel, a appris à transformer le chaos en rythme. Ainsi sont nées les premières mesures du temps, non pas avec des machines, mais avec le regard. Le temps était la respiration même de la Terre.
Les civilisations anciennes devinrent maîtres dans l'art de mesurer l'invisible. Les Égyptiens comptaient les jours grâce à la crue du Nil et dressaient des obélisques marquant le passage du soleil. Les Babyloniens observaient le mouvement des astres et divisèrent le cercle céleste en 360 degrés, créant la base du système sexagésimal que nous utilisons encore pour mesurer les heures et les minutes. Les Mayas et les Aztèques, quant à eux, voyaient le temps comme un cycle cosmique, où chaque ère se terminait par la destruction et la renaissance. Pour eux, le temps n'était pas linéaire, mais sacré, un flux éternel de mort et de recréation. Les anciens Grecs, pour leur part, donnèrent au temps deux visages, Chronos et Kairos. Chronos représentait le temps chronologique, celui qui passe et vieillit. Kairos incarnait l'instant opportun, le moment d'agir, le temps subjectif qui n'existe que dans la conscience. Cette distinction entre le temps physique et le temps vécu révèle une intuition profonde. Le temps n'est pas seulement quelque chose que l'on mesure, mais quelque chose que l'on ressent. Avec le progrès de la civilisation, le temps commença à être maîtrisé. L'invention des cadrans solaires et des clepsydres, les horloges à eau, marqua le début de la mesure précise. Mais c'est l'horloge mécanique, à la fin du Moyen Âge, qui transforma complètement la relation de l'homme avec le temps. Pour la première fois, le temps cessa de dépendre de la nature et fut contrôlé par la machine. Les heures commencèrent à avoir la même durée partout, et la vie se mit à tourner autour de la régularité des aiguilles. Le temps devint un outil de pouvoir, un symbole de discipline, de productivité et de contrôle social. Cependant, quelque chose s'est perdu dans ce processus. Lorsque le temps fut réduit à des chiffres, il cessa d'être une expérience pour devenir une tyrannie. L'industrialisation accentua ce changement. Le travailleur commença à vendre son temps comme une marchandise et la société moderne a mesuré la valeur de la vie en minutes et en délais. Le temps, autrefois cycle naturel, devint une ligne rigide, avançant sans jamais revenir. Mais le temps de la nature n'a jamais obéi aux horloges. Le cœur bat selon ses propres rythmes. Les plantes poussent en silence. La planète tourne avec une lenteur majestueuse qui ignore les aiguilles. Même les scientifiques, en observant le cosmos, ont constaté que chaque région de l'univers possède son propre temps. La Terre tourne autour du Soleil, le Soleil orbite le centre de la galaxie, et chaque système, à son échelle, vit selon son propre rythme. En philosophie, le temps a toujours été un miroir de l'esprit humain. Pour Aristote, il était la mesure du mouvement selon l'avant et l'après. Pour saint Augustin, le temps n'existait qu'à l'intérieur de l'âme, le passé dans les souvenirs, le futur dans les attentes, et le présent comme le seul instant réel. Pour Emmanuel Kant, le temps était une forme de perception, une lentille à travers laquelle nous organisons la réalité. Il n'était pas dehors, mais en nous. Chaque culture, chaque époque et chaque être humain vit donc le temps d'une manière distincte. Les peuples nomades le voient comme une répétition, les sociétés modernes comme une course, les mystiques comme une éternité. Et peut-être qu'aucune de ces visions n'est fausse. Le temps est à la fois biologique, psychologique, physique et symbolique. Il est à la fois le tic-tac d'une horloge atomique et la sensation d'une seconde qui ne finit jamais lorsque nous attendons quelque chose d'important. Au fond, comprendre le temps, c'est nous comprendre nous-mêmes. Car le temps n'est pas seulement ce qui passe, c'est ce qui nous transforme. Il nous enseigne la finitude, la mémoire, l'urgence et la valeur de l'existence. L'histoire du temps est aussi l'histoire de la conscience. Pendant des siècles, le temps fut considéré comme une vérité simple et incontestable. Pour les scientifiques de l'ère classique, le temps ressemblait à un fleuve constant et invisible, s'écoulant du passé vers le futur, de manière continue et uniforme dans tous les recoins de l'univers. Cette vision se renforça avec la pensée d'Isaac Newton, au XVIIe siècle, lorsqu'il proposa que le temps était absolu, une entité indépendante de tout, s'écoulant à la même vitesse, qu'il y ait mouvement ou repos, qu'il y ait ou non un observateur. Pour Newton, le temps était une dimension statique et éternelle, une scène où les événements se déroulaient, mais qui n'était jamais affectée par ce qui s'y produisait. Cette notion de temps absolu fonctionnait parfaitement pour décrire le monde quotidien. Les lois de Newton expliquaient avec précision le mouvement des planètes, la chute des pommes et le fonctionnement des machines. Dans ce modèle, l'univers ressemblait à une immense horloge cosmique, parfaite, prévisible et mathématique. Si l'on connaissait toutes les positions et vitesses des particules à un instant donné,
On pourrait prévoir l'avenir et reconstruire le passé avec exactitude. C'était le rêve du déterminisme newtonien, un cosmos entièrement régi par des lois fixes, où le temps ne faisait qu'observer indifférent le déroulement des causes et des effets. Cependant, cette idée portait en elle une contradiction silencieuse. Si le temps était absolu et immuable, qu'est-ce qui le différenciait de l'espace? Newton considérait le temps comme quelque chose d'indépendant des trois dimensions spatiales. Il ne faisait pas partie de la matière, de l'énergie ou de la gravité. Il n'était que le décor. Cette conception impliquait que tout l'univers partageait un même maintenant, que le présent était universel et simultané partout. Pourtant, cette supposition, bien qu'intuitive, n'a jamais été prouvée. C'était une croyance commode, et non un fait observable. Malgré cela, le temps absolu fut le fondement de la physique classique pendant plus de 2 siècles. Cette vision façonna la science, la philosophie et même la manière dont l'humanité se perçut elle-même. Le temps semblait stable, prévisible et fiable, une horloge invisible qui ne retardait jamais. On croyait que tout ce qui existe suivait le même rythme, du mouvement des astres jusqu'au battement du cœur. Cette stabilité soutenait l'idée d'un univers ordonné et rationnel, créé selon des lois immuables. Mais au fur et à mesure que le XIXe siècle avançait, des fissures commencèrent à apparaître. De nouvelles découvertes dans les domaines de la lumière, de l'électricité et du magnétisme montrèrent que la nature n'obéissait pas toujours au même rythme. Le physicien écossais James Clerk Maxwell démontra que la lumière possédait une vitesse constante, indépendante du mouvement de l'observateur. Cela signifiait que quelque chose clochait dans le concept de temps universel. Si le temps était réellement le même partout, la lumière devrait varier selon le mouvement de l'observateur, mais elle ne variait pas. Le temps, donc, ne pouvait pas être aussi absolu qu'on le pensait. À partir de ce moment, le fondement du temps newtonien commença à s'effondrer. Le XXe siècle approchait, et avec lui, une nouvelle révolution allait bouleverser complètement notre vision de l'univers. Un jeune employé du bureau des brevets en Suisse, nommé Albert Einstein, remettrait en question tout ce que l'humanité croyait savoir sur l'espace et le temps. Il prouverait que le temps n'était pas une constante, mais une variable, qu'il pouvait s'étirer, se contracter, ralentir et même presque s'arrêter selon la vitesse et la gravité. Le temps cesserait d'être un décor pour devenir un personnage actif du drame cosmique. La transition entre la physique classique et la physique relativiste fut l'une des plus grandes révolutions intellectuelles de l'histoire. Pour la première fois, le temps cessa d'être une ligne fixe et devint une dimension malléable. Et avec cela, les notions de passé, présent et futur prirent un nouveau sens. Un sens qui défie encore aujourd'hui notre perception et notre intuition les plus profondes. Le XXe siècle commença par un séisme dans la pensée humaine. Un jeune homme au regard calme et à l'esprit infatigable, Albert Einstein, allait réécrire les lois de l'univers et changer à jamais notre compréhension du temps. En l'an 1905, à seulement 26 ans, il présenta au monde la théorie de la relativité restreinte, un travail qui détruisit définitivement le concept de temps absolu défendu par Isaac Newton et soutenu par la physique classique pendant plus de 2 siècles. Einstein montra que le temps n'est pas une constante universelle, mais un phénomène relatif. Il dépend de la vitesse de celui qui l'observe. Cela signifie que 2 horloges identiques, placées à des endroits différents ou se déplaçant à des vitesses différentes, ne mesurent pas le même intervalle de temps. Le temps, qui semblait autrefois être le fondement inébranlable de la réalité, se révéla flexible, élastique, presque vivant. Cette découverte ne fut pas seulement mathématique, elle fut aussi philosophique. Pour la première fois, le temps cessait d'être le même pour tous. La relativité restreinte reposait sur 2 principes simples. Les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement constant, et la vitesse de la lumière est identique pour tous, quel que soit leur mouvement. À partir de ces idées, Einstein comprit quelque chose de stupéfiant. L'espace et le temps n'existaient pas séparément, mais étaient entrelacés en une seule entité, l'espace-temps. Ce qu'un observateur appelle distance, un autre peut l'appeler durée. Ce qui est simultané pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Le présent, donc, n'est pas le même partout dans l'univers. La conséquence de cette découverte fut profonde. Imagine 2 frères jumeaux. L'un reste sur Terre, tandis que l'autre voyage dans l'espace à bord d'un vaisseau proche de la vitesse de la lumière. À son retour, le voyageur découvre qu'il a vieilli moins que son frère resté sur Terre. Ce phénomène,
appelée dilatation du temps, n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité prouvée. Les expériences avec des particules subatomiques, des horloges atomiques embarquées dans des avions et des satellites, ont montré que le temps ralentit réellement à mesure que la vitesse augmente. Cependant, la relativité restreinte traitait encore le temps dans des contextes sans gravité. 10 ans plus tard, Einstein fit un pas encore plus grand. En l'an 1915, il présenta la théorie de la relativité générale, où le temps ne se dilate pas seulement avec la vitesse, mais se courbe aussi sous l'effet de la gravité. Dans ce nouveau modèle, la gravité n'était plus une force invisible attirant les corps, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse et d'énergie. Plus un corps est massif, plus il déforme le tissu de l'espace-temps autour de lui. Et plus cette courbure est intense, plus le temps s'écoule lentement. Cette idée semblait absurde à l'époque, mais elle fut rapidement confirmée par des observations. Des horloges placées à des altitudes différentes, par exemple, marquent des temps distincts. Le temps s'écoule plus lentement à la surface de la Terre, où la gravité est plus forte, que sur les montagnes ou les satellites en orbite. C'est pourquoi les systèmes de positionnement global, qui nécessitent une précision extrême, doivent corriger ces différences temporelles pour fonctionner correctement. Le temps est littéralement façonné par la gravité. Avec Einstein, l'univers cessa d'être une machine pour devenir un tissu vivant, en déformation constante. L'espace et le temps, qui semblaient auparavant des entités distinctes, devinrent inséparables. La réalité n'est pas composée de 3 dimensions spatiales et d'une dimension temporelle, mais de 4 dimensions unies en un seul continuum. Chaque événement de l'univers, la naissance d'une étoile, la chute d'une feuille, la pensée qui traverse ton esprit en ce moment, est un point dans ce tissu de l'espace-temps. Cette vision change tout. Si le temps peut se plier, s'étirer et ralentir, alors le maintenant perd son caractère absolu. Le passé, le présent et le futur ne sont pas des moments qui disparaissent, mais des parties fixes de ce tissu cosmique. Tout existe simultanément dans différentes régions de l'espace-temps, comme si l'univers était un livre déjà écrit et que nous en tournions simplement les pages une à une, appelant cette lecture séquentielle le temps. L'impact de cette découverte dépasse largement la physique. Il touche le cœur de la philosophie, de la métaphysique et même de la spiritualité. Si le temps est relatif, que signifie vivre? Que signifie mourir? Peut-être que tout ce qui s'est déjà produit et tout ce qui se produira existe déjà, d'une certaine manière, sur le même plan de réalité, et que notre conscience n'est que le fil qui parcourt ce tissu, point par point, créant la sensation du mouvement. Einstein disait souvent que le temps est une illusion persistante, et bien que cette phrase semble poétique, elle porte un immense poids scientifique. La relativité a détruit l'idée d'un temps universel, mais en même temps, elle a donné à l'humanité la clé pour comprendre le cosmos avec une profondeur jamais atteinte. Le temps n'est pas l'horloge de l'univers, il est l'univers lui-même, se courbant, respirant et évoluant avec nous. Avec la théorie de la relativité générale, Albert Einstein fit quelque chose qu'aucun esprit n'avait osé imaginer. Il transforma le temps en une dimension physique qui se courbe, se plie et se déforme sous l'effet de la masse et de l'énergie. Ce qui avait autrefois été considéré comme absolu et immuable se révéla élastique, malléable et sensible à la gravité. Le temps cessa d'être l'arrière-plan de l'univers pour devenir une partie du tissu même de la réalité. Pour comprendre cette révolution, il faut imaginer l'espace-temps comme une immense feuille élastique. Lorsqu'un corps massif, tel qu'une planète ou une étoile, est posé sur cette feuille, elle se courbe sous son poids. Cette courbure, c'est ce que nous appelons la gravité. Et le plus étonnant, c'est que cette déformation n'affecte pas seulement l'espace, mais aussi le temps. Près des grandes masses, le temps s'étire, ralentit, perd son rythme. Loin d'elle, il s'accélère et s'écoule plus librement. Ainsi, le temps qui semblait universel s'est révélé profondément local. Einstein prédit que même la lumière serait affectée par cette courbure. Des décennies plus tard, cette prédiction fut confirmée lorsque des astronomes observèrent des étoiles dont la lumière était déviée en passant près du Soleil, comme si le temps et l'espace autour de l'étoile mère de la Terre se pliaient. Des expériences encore plus précises, réalisées avec des horloges atomiques embarquées sur des satellites et des avions, ont démontré le même effet. Plus la gravité est forte, plus le temps s'écoule lentement. Le temps est donc prisonnier de la gravité. Cette idée transforma complètement notre compréhension de l'univers.
Les horloges en orbite autour de la Terre, par exemple, doivent être ajustées pour compenser la dilatation temporelle. Sans ces corrections, le système de positionnement global, qui guide les avions, les navires et même ton téléphone, deviendrait inexact en quelques minutes. La différence est minime, mais suffisante pour déplacer la position d'une ville entière. La relativité n'est pas seulement une théorie élégante, elle est présente dans chaque trajet que nous faisons et dans chaque seconde mesurée par la technologie moderne. Dans les régions extrêmes du cosmos, le comportement du temps devient encore plus fascinant. Près des trous noirs, où la gravité est gigantesque, le temps semble presque s'arrêter. Pour un observateur éloigné, tout objet s'approchant de l'horizon des événements paraît ralentir à l'infini, comme s'il ne le franchissait jamais. Mais pour celui qui tombe, le temps continue de s'écouler normalement, jusqu'à l'instant où il disparaît à jamais de notre perception. C'est une frontière où le temps cesse d'exister tel que nous le connaissons. Cette courbure temporelle redéfinit également le concept même de présent. Dans un univers où le temps s'écoule différemment selon le champ gravitationnel, il n'existe pas de maintenant universel. Chaque point du cosmos possède son propre rythme temporel, déterminé par sa vitesse et sa gravité. Cela signifie que pendant que tu écoutes cette narration, le temps ne passe pas de manière égale dans tout l'univers. Sur les planètes plus massives, il s'écoule plus lentement. Dans les régions lointaines et vides, il s'accélère. Au fond, le temps se révèle être une texture de l'espace lui-même. Il n'est pas séparé des choses, il en fait partie. Chaque atome, chaque étoile, chaque galaxie déforme légèrement le tissu de l'espace-temps, et cette déformation définit la manière dont le temps s'écoule à cet endroit. L'univers, par conséquent, n'est pas une scène fixe, mais une danse constante entre l'énergie, la masse, l'espace et le temps. La relativité générale apporta avec elle une conséquence troublante. Si le temps peut se courber, il peut aussi former des cycles, des distorsions et des raccourcis, les fameux trous de verre. Ces tunnels hypothétiques pourraient relier des points éloignés de l'espace-temps, permettant en théorie de voyager d'un moment à un autre, d'un lieu à un autre, sans suivre la ligne droite du temps linéaire. À ce stade, la physique se mêle à la fiction, tout en restant réelle dans sa mathématique. Einstein montra que le temps n'est pas seulement quelque chose qui s'écoule, c'est quelque chose qui peut être façonné. Cette découverte ouvrit la voie à toutes les grandes théories qui suivirent, de la cosmologie moderne à la physique quantique, de l'origine de l'univers à la possibilité de sa fin. Le temps cessa d'être le juge des choses pour devenir l'un des accusés du cosmos lui-même. Et plus nous approfondissons cette compréhension, plus nous réalisons que le temps, tout comme la réalité, n'est peut-être qu'une manière pour nous de percevoir l'éternité sous un angle limité. Si la relativité a montré que le temps peut se courber, la thermodynamique a révélé quelque chose d'encore plus énigmatique. Le temps a une direction. Tout dans l'univers semble aller du passé vers le futur, du simple vers le complexe, de l'ordre vers le chaos. Mais pourquoi le temps ne s'écoule-t-il que dans une seule direction? Pourquoi ne voyons-nous jamais une tasse brisée se reconstituer d'elle-même, ou un feu s'éteindre puis se rallumer spontanément? La réponse se trouve dans l'une des lois les plus fondamentales de la nature, la deuxième loi de la thermodynamique, et le concept qui la définit, l'entropie. Le mot entropie effraie souvent, mais dans son essence, il est simple. Il représente le degré de désordre d'un système. Dans toute transformation naturelle, l'entropie tend à augmenter. Un verre d'eau chaude laissé sur la table se refroidit jusqu'à atteindre la température ambiante. La chaleur se disperse, l'énergie se répartit et le système devient plus équilibré. Ce processus est irréversible et c'est cela qui donne au temps sa flèche. L'entropie est le moteur invisible qui pousse l'univers vers l'avant. Dans l'univers primordial, juste après le Big Bang, tout était incroyablement ordonné. L'énergie était concentrée, la matière dense et chaude, et le cosmos ressemblait à un vaste océan de particules presque identiques. À mesure que l'univers s'étendait, l'entropie commença à croître. Les galaxies, les étoiles et les planètes apparurent comme de petites îles d'ordre dans une mer de désordre grandissante. Paradoxalement, la complexité, comme la vie, ne put émerger que parce que l'univers se désorganisait. L'entropie ne détruit pas seulement, elle crée aussi car elle pousse la matière à se transformer. Ce qui est fascinant, c'est que l'entropie donne au temps son sens du passage. Les lois fondamentales de la physique, comme les équations de la mécanique quantique ou de la relativité, fonctionnent tout aussi bien dans les deux directions temporelles.
Rien en elle n'empêche le temps de s'inverser. Ce qui nous fait percevoir le temps comme une ligne continue, c'est l'augmentation de l'entropie. Le passé est l'état de moindre désordre, le futur celui de plus grand désordre. Ainsi, le temps, au fond, est une conséquence de l'irréversibilité. Ce principe se manifeste à toutes les échelles, des étoiles qui brûlent leur carburant nucléaire jusqu'au cerveau humain qui stocke ses souvenirs. Nous nous souvenons du passé mais pas du futur, car notre cerveau est un système physique soumis à l'entropie. L'acte de mémoriser augmente le désordre interne de l'organisme, et c'est cela qui crée le sens psychologique du temps. En d'autres termes, la flèche du temps ne se trouve pas seulement dans l'univers extérieur, mais aussi en nous. L'entropie indique également le destin final de tout ce qui existe. À mesure que l'univers poursuit son expansion, l'énergie se disperse toujours davantage. Les étoiles finiront par s'éteindre, les trous noirs s'évaporeront lentement par le rayonnement de Hawking, et il ne restera qu'un froid silence cosmique. Cet état est connu sous le nom de mort thermique de l'univers, un moment où toute l'énergie sera si uniformément répartie que plus rien ne pourra se produire. Sans différence de température, sans flux d'énergie, il n'y aura plus d'événements, et donc le temps cessera d'avoir un sens. Il est curieux de penser que le temps, si absolu dans notre expérience, puisse n'être qu'un reflet de la lutte constante contre le désordre. Là où il y a structure, il y a temps. Là où il y a équilibre total, le temps s'arrête. Cela signifie que le temps a pu avoir un commencement, comme lors du Big Bang, et qu'il pourrait aussi avoir une fin lorsque l'univers atteindra son entropie maximale. Ce que nous appelons l'éternité pourrait être, paradoxalement, le moment où le temps cesse d'exister. Mais tant que l'univers continue de palpiter, le temps poursuit sa marche. Chaque battement de cœur, chaque lever de soleil, chaque étoile qui explose en supernova est une expression de l'entropie en action. L'univers vit et vieillit avec nous, et cette lenteur cosmique qui transforme tout ce qui existe est ce qui donne sens à l'existence. Le temps n'est pas l'ennemi, il est la trace du processus, l'empreinte laissée par la transformation inévitable. Au final, peut-être que le temps n'existe que parce que la perfection est impossible. L'univers doit se désorganiser pour se connaître. Et nous, fragments conscients de cette immensité, ressentons le passage du temps parce que nous faisons partie de cette danse entre l'ordre et le chaos. Le temps est l'histoire que raconte l'entropie, une narration de transformation, d'impermanence et de création constante. Si, dans la relativité, le temps se courbe, dans la physique quantique, il semble se désintégrer. Dans le monde des particules subatomiques, où la matière se comporte comme des ondes de probabilité, le temps perd la rigidité que nous percevons dans notre quotidien. Il ne s'écoule pas en ligne droite, ni ne suit toujours une seule direction. Dans l'univers quantique, le passé et le futur se mélangent, et le concept même de maintenant devient flou, presque inexistant. Le temps, qui paraissait être le tissu de l'univers, se dissout ici comme la brume sous le regard de la conscience. À l'échelle quantique, les particules n'ont ni position ni vitesse définie avant d'être observées. Elles existent dans un état de superposition, où plusieurs possibilités coexistent. Un électron, par exemple, peut se trouver en plusieurs endroits à la fois jusqu'à ce qu'on l'observe. Et lorsque la mesure se produit, toutes ces possibilités s'effondrent en un seul résultat. Ce phénomène, l'effondrement de la fonction d'onde, est l'un des plus grands mystères de la physique moderne. Et en son cœur se cache quelque chose d'encore plus troublant, le rôle de l'observateur et sa relation avec le temps. Avant la mesure, il n'y a ni passé ni futur pour la particule. Elle ne s'attend pas d'être mesurée. Elle n'a simplement pas de temps. C'est l'acte d'observer qui semble créer la séquence temporelle. Cela suggère que le temps n'est peut-être pas une propriété fondamentale de la nature, mais quelque chose qui émerge lorsque la conscience interagit avec l'univers. En d'autres termes, le temps pourrait naître de l'observation et mourir lorsqu'elle cesse. Cette idée est soutenue par une question profonde connue sous le nom de « problème du temps ». Bulb. Dans les équations qui décrivent l'univers quantique, notamment dans l'équation dite de Wheeler-DeWitt, qui tente d'unir la relativité et la mécanique quantique, le temps disparaît simplement. Il n'apparaît dans aucune des variables. Le cosmos, dans cette vision, est un état statique, sans flux temporel. Ce que nous appelons le passage du temps pourrait n'être qu'une illusion créée par des corrélations quantiques au sein de cet état éternel. Cela signifie qu'à un niveau fondamental, l'univers pourrait être intemporel. Ce que nous appelons changement ne serait que le résultat de la comparaison entre différentes configurations d'états quantiques.
Tout comme un film composé d'images fixes qui, projetées, créent l'illusion du mouvement, l'univers quantique pourrait être formé d'états immuables qui, lorsqu'ils sont vécus par la conscience, engendrent la sensation d'un temps qui s'écoule. Des expériences récentes en physique quantique commencent à tester ces idées. En laboratoire, les scientifiques ont créé des situations où l'ordre temporel des événements devient indéfini. Par exemple, deux photons peuvent interagir de manière telle qu'il devient impossible de déterminer lequel a influencé l'autre en premier. Les événements deviennent littéralement sans ordre temporel défini. Dans ces cas, la causalité, le principe selon lequel une cause précède son effet, cesse d'exister de manière absolue. Cela remet en question la structure même de la réalité, telle que nous la connaissons. Dans ce contexte, le temps cesse d'être une ligne et devient un réseau, un tissu de possibilités reliées dans plusieurs directions, sans début ni fin. Chaque observateur, chaque mesure, chaque acte de conscience trace une ligne particulière dans cet enchevêtrement, créant sa propre narration temporelle. Cela expliquerait pourquoi le temps peut sembler si différent selon les échelles. Le temps de l'atome, celui du corps humain, celui des galaxies, tous coexistant sans véritable hiérarchie. La physique quantique pose également une question encore plus radicale. Si le temps dépend de l'observation, que se passe-t-il dans les régions où il n'y a pas d'observateur? L'univers existe-t-il sans temps? Et si oui, que signifie exister? Ces questions touchent aux limites de la connaissance humaine et de la philosophie de l'esprit. Peut-être que le temps n'est pas une caractéristique de l'univers, mais une caractéristique de la conscience. Le physicien Carlo Rovelli, l'un des plus grands théoriciens de la gravité quantique, affirme que le temps est une illusion émergente. Selon lui, l'univers dans son ensemble n'a pas de temps. Le temps ne naît que dans les relations entre les parties lorsqu'un changement est perçu. Le temps n'est donc pas une entité isolée, mais un reflet de l'interaction, un produit du mouvement, de la différence et de la perception. Dans le monde quantique, le temps semble osciller entre l'être et le non-être. Il existe lorsque nous l'observons, disparaît lorsque nous tentons de le définir et réapparaît lorsqu'un changement se produit. Peut-être que le temps est l'acte même du changement et rien de plus. Au fond, ce que nous appelons le temps n'est peut-être que le miroir de la transformation, la trace que la réalité laisse en se déplaçant entre le possible et le réel. La théorie de la relativité générale a ouvert un portail vers l'une des idées les plus étranges et les plus fascinantes jamais conçues, l'univers bloc. Selon cette vision, le passé, le présent et le futur coexistent simultanément au sein d'un même tissu de réalité. Le temps ne s'écoule pas, il est. Tout ce qui s'est déjà produit et tout ce qui se produira existe déjà, comme si le cosmos était une immense sculpture à 4 dimensions, et nous, des êtres la parcourant tranche par tranche, persuadés d'avancer. Cette interprétation découle naturellement des équations d'Einstein. Si l'espace et le temps forment un continuum inséparable, et si le passage du temps dépend du mouvement et de la gravité, alors il n'existe pas de présent universel. Le maintenant d'une personne peut être le passé d'une autre, et le futur d'une troisième. Chaque observateur vit dans une coupe distincte de l'espace-temps, et toutes ces coupes coexistent. Ainsi, le passé ne disparaît pas, et le futur n'est pas créé. Ils sont déjà là, aussi réels que le moment que nous croyons vivre. Le physicien Hermann Minkowski, professeur d'Einstein, fut le premier à exprimer clairement cette idée. Désormais, l'espace seul et le temps seul sont condamnés à disparaître, et seule leur union subsistera. Dans cette vision, l'univers n'est pas une ligne, mais un bloc, une vaste carte où tous les événements sont fixés. La sensation du passage du temps ne serait que le résultat de la conscience parcourant ce bloc, image par image, créant l'illusion du mouvement, comme un film projeté lentement dans l'esprit. Cette idée est profondément troublante, car elle remet en cause la notion même de changement. Si le futur existe déjà, alors le libre arbitre n'est-il qu'une illusion? Sommes-nous condamnés à revivre éternellement le même scénario cosmique, sans possibilité de le modifier? Ces questions traversent la physique autant que la philosophie. Certains physiciens soutiennent que, dans un univers bloc, la distinction entre passé et futur n'est qu'une question de perspective. Ce que nous appelons changement est en réalité la manière dont nous expérimentons une structure déjà complète. La physique moderne renforce cette idée de plusieurs manières. Lorsque nous observons un objet lointain dans l'univers, nous ne le voyons pas tel qu'il est maintenant, mais tel qu'il était il y a des millions d'années. La lumière des galaxies,
mais des airs à nous parvenir. Et chaque photon transporte une mémoire figée d'un instant révolu, mais toujours existant quelque part dans l'espace-temps. Le passé, donc, n'est pas quelque chose qui a disparu. Il continue d'exister, visible dans toutes les directions où se pose notre regard. L'esprit humain, cependant, n'est pas fait pour comprendre l'univers dans sa totalité. Nous existons à l'intérieur de la ligne du temps, et non en dehors. Notre cerveau organise les expériences en séquence, créant ce sentiment de continuité que nous appelons la vie. C'est comme si nous étions des personnages d'un livre, incapables de sortir des pages pour voir toute l'histoire d'un seul coup. Nous la vivons paragraphe après paragraphe, convaincus d'avancer, alors qu'en réalité, nous ne faisons que suivre un chemin déjà tracé. Cette théorie soulève également une question existentielle. Si tout est déjà déterminé dans l'espace-temps, quel est le rôle de la conscience? Certains philosophes et physiciens suggèrent que la conscience est précisément ce qui donne un sens à la structure statique de l'univers. Sans observateur, le bloc ne serait qu'une géométrie froide et immobile. C'est la conscience qui illumine les tranches de l'espace-temps et crée l'expérience du passage. Le flux du temps serait donc un phénomène subjectif, une création de l'esprit se mouvant dans un univers immuable. D'autres, toutefois, affirment que l'univers bloc n'implique pas une absence de liberté, mais plutôt une vision élargie de la réalité. Le futur peut exister, mais cela ne nous empêche pas d'en être des acteurs. De même que toutes les pages d'un livre sont déjà imprimées, mais ne prennent vie qu'une fois lues, le futur ne devient réel que lorsque nous le parcourons. Le destin et le libre arbitre peuvent coexister, l'un comme structure, l'autre comme expérience. Le paradoxe de l'univers bloc nous invite à une réflexion troublante. Peut-être que le temps ne s'écoule pas, peut-être que c'est nous qui passons à travers lui. Nous sommes des voyageurs d'un univers immobile, naviguant sur les vagues de la perception. Le passé continue d'exister, le futur est déjà là, et le présent n'est que le point de rencontre entre les deux. Et si cela est vrai, alors le temps n'est pas une rivière qui coule, mais un miroir immobile à travers lequel nous nous déplaçons, croyant voir un flux que nous créons nous-mêmes. Si la physique tente de comprendre le temps comme une dimension objective, la conscience en fait une expérience. Dans le cerveau humain, le temps n'est pas mesuré par des horloges, mais par des sensations, des souvenirs et des attentes. Il ne s'écoule pas de manière uniforme. Il s'étire et se contracte selon que nous ressentons du plaisir, de la douleur, de la peur ou de l'ennui. Une minute peut paraître une éternité, et une heure passer en un souffle. Le temps psychologique est le miroir de l'état intérieur de l'esprit, et sous bien des aspects, il est aussi énigmatique que le temps cosmique. Le cerveau humain ne perçoit pas directement le temps, il le construit. Chaque pensée, chaque souvenir et chaque anticipation sont des fragments d'une séquence que le cerveau organise artificiellement pour donner un sens à la réalité. La science montre que le cerveau ne vit pas dans le présent absolu. Ce que nous appelons « maintenant » est en réalité une petite fenêtre de perception qui dure quelques secondes. Tout ce que nous vivons s'est déjà produit, quelques millisecondes avant que le cerveau puisse traiter l'information et l'intégrer comme expérience consciente. Ce décalage est essentiel au fonctionnement de l'esprit. Il permet au cerveau d'unifier les stimuli, de créer la sensation de continuité et de projeter l'instant suivant. En d'autres termes, le cerveau ne vit pas le temps, il le prédit. Ce que nous ressentons comme le présent est une projection, un calcul constant basé sur des souvenirs et des probabilités. Cette capacité à anticiper l'avenir est ce qui nous a permis de survivre en tant qu'espèce, mais c'est aussi ce qui nous emprisonne dans l'anxiété. La perception du temps est également façonnée par la mémoire. Le passé n'existe que parce que nous pouvons nous en souvenir. Chaque souvenir est une reconstruction, non un enregistrement fidèle. En se remémorant, le cerveau réécrit le passé, l'adaptant au présent. Cela signifie que le temps psychologique est mutable. Il n'est pas une ligne droite, mais une spirale qui se reconfigure selon nos émotions et nos pensées. C'est pourquoi le temps semble s'accélérer à mesure que nous vieillissons. Le cerveau crée moins de repères de nouveautés, et les jours finissent par se fondre les uns dans les autres. Les neurosciences ont révélé que plusieurs régions du cerveau participent à la perception temporelle. Le cortex préfrontal, le cervelet, l'hippocampe et les ganglions de la base travaillent en synergie pour mesurer les intervalles et ordonner les événements. Mais aucun de ces systèmes ne fonctionne comme une horloge absolue. Il crée le temps de l'intérieur, l'ajustant à l'expérience. Lorsque nous sommes concentrés, le temps se raccourcit.
Lorsque nous souffrons, il s'étire. L'esprit plie le temps autant que la gravité plie l'espace. Les états modifiés de conscience, tels que la méditation profonde, l'extase religieuse ou l'usage de substances psychédéliques, révèlent eux aussi à quel point le temps est une construction de l'esprit. Dans ces états, les frontières entre passé, présent et futur se dissolvent. L'individu a le sentiment d'être en dehors du temps, et beaucoup décrivent cette expérience comme un aperçu de l'éternité. Cela suggère que le temps subjectif est intimement lié à la structure de la conscience. Lorsque l'attention s'élargit, le temps disparaît. Lorsqu'elle se contracte, le temps s'alourdit. La psychologie moderne associe également la perception du temps à l'état émotionnel. Les personnes dépressives ont tendance à ressentir le temps plus lentement, comme si elles étaient prisonnières d'un présent qui ne passe pas. L'anxiété, à l'inverse, accélère le temps intérieur, créant la sensation que le futur arrive toujours trop vite. Le temps, par conséquent, n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. Il devient le reflet de nos douleurs, de nos espoirs et de notre manière d'habiter le monde. Il existe aussi une dimension philosophique dans cette relation. La conscience est la seule entité connue capable de percevoir le temps, et c'est précisément cette perception qui crée la notion de moi. Savoir que le temps passe, c'est savoir que l'on change, que l'on vieillit, que l'on est fini. Le temps est le miroir dans lequel la conscience se reconnaît. Sans lui, il n'y aurait ni identité, ni histoire, ni apprentissage. Le temps est la limite qui nous sépare de l'éternité, et aussi ce qui donne un sens à notre passage à travers elle. D'un point de vue scientifique, il se peut que le temps n'existe pas de manière absolue. Mais d'un point de vue humain, il est la substance la plus réelle qui soit. C'est ce que nous sentons nous échapper entre les doigts, ce qui transforme tout ce que nous aimons, et ce qui nous enseigne la valeur de l'impermanence. Le temps est à la fois la scène et le miroir de l'esprit, et comprendre cette relation est peut-être la première étape vers la compréhension de la conscience elle-même. La relativité générale décrit le temps comme une dimension malléable qui se courbe sous l'effet de la gravité, tandis que la mécanique quantique montre qu'à l'échelle microscopique, le temps se comporte de manière incertaine et probabiliste. Mais il y a un problème. Ces deux théories, les plus grandes conquêtes de la physique moderne, ne s'accordent pas. Lorsqu'on tente de les appliquer ensemble, leurs équations entrent en conflit. Le temps semble obéir à des règles différentes selon l'échelle d'observation. C'est comme s'il existait deux temps coexistants. Le temps continu et fluide de la relativité et le temps discret et fragmenté de la physique quantique. Surgit alors l'une des plus grandes questions de la science. Qu'est-ce que le temps lorsque l'univers est envisagé dans sa totalité, au point où l'infiniment grand et l'infiniment petit se rencontrent? C'est ici qu'interviennent la théorie des cordes et les tentatives de créer une théorie unifiée de la gravité quantique. La théorie des cordes propose que les particules fondamentales de la nature ne soient pas des points, mais de minuscules cordes vibrantes. Ces cordes oscillent à différentes fréquences, et chaque vibration correspond à une particule. Électrons, quarks, photons et même le graviton hypothétique, la particule qui transmettrait la gravité. Ce que cette théorie suggère, c'est que tout ce qui existe est en réalité une musique cosmique composée de vibrations dans un espace-temps à dimensions multiples. Dans cette vision, le temps n'est pas quelque chose de séparé de l'espace ni des cordes. Il émerge comme une conséquence des vibrations et des interactions fondamentales. Mais à des échelles extrêmement petites, proches de la longueur de Planck, quelque chose d'inimaginablement plus petit qu'un proton, le concept même de temps cesse d'avoir un sens. Les fluctuations quantiques de l'espace-temps transforment l'univers en une mousse de probabilités, où passé et futur se confondent. La séquence temporelle cesse d'exister de manière définie. La gravité quantique, qui tente d'unir le champ gravitationnel au principe de la mécanique quantique, conduit à des conclusions encore plus radicales. Selon certains modèles, le temps n'est pas une dimension fondamentale, mais une propriété émergente. Il n'apparaît que lorsque l'univers atteint un certain niveau de complexité. De même que la température n'existe pas dans une seule molécule, mais résulte de l'interaction entre plusieurs. Le temps n'existerait que lorsqu'il y a mouvement collectif, matière et observateur capables de mesurer le changement. L'équation de Wheeler-DeWitt, qui tente de décrire l'univers entier dans le langage quantique, en est un exemple. Elle ne contient nulle part la variable temps. Le cosmos, dans son état le plus pur, serait intemporel, une structure quantique statique, où tout ce qui existe est éternellement présent.
le temps ne surgirait que comme une approximation, un phénomène apparent lorsque nous observons l'univers de l'intérieur et non de l'extérieur. Pour un observateur interne, les états quantiques se succèdent comme une séquence. Mais d'un point de vue absolu, rien ne se produit réellement. Certains physiciens, comme Carlo Rovelli et Lee Smolin, suggèrent que le temps n'est qu'une manière d'organiser l'information. Ce n'est pas une entité physique, mais la conséquence de la façon dont l'univers stocke et traite les changements. En ce sens, le temps serait l'enregistrement de la différence entre des états quantiques successifs. Le passé serait simplement l'information que l'univers conserve, et le futur, celle qui n'a pas encore été créée. Le passage du temps serait donc le flux d'informations à travers le cosmos. La théorie des cordes propose également des dimensions supplémentaires au-delà des 4 que nous connaissons. Dans certaines versions, le temps peut se multiplier ou se replier sur lui-même à des échelles microscopiques, permettant ainsi aux lois de la physique de rester cohérentes. À ces niveaux, le temps n'est ni linéaire ni continu. Il est granulaire, vibrant, presque musical. La réalité se comporte comme une symphonie de fréquences qui se superposent, interfèrent et créent l'illusion de la séquence. Ces hypothèses bouleversent profondément notre intuition. Si le temps n'est pas fondamental, tout ce que nous connaissons, la mémoire, le vieillissement, la causalité, ne serait qu'un phénomène émergent. La question change alors. Le temps existe-t-il parce que l'univers change ou l'univers change-t-il parce que le temps existe? Peut-être que l'acte même de percevoir une différence entre deux états est ce qui crée le temps. Il ne serait pas l'arrière-plan du changement, mais son résultat. À la limite extrême, là où l'espace-temps se courbe à l'infini, à l'intérieur des trous noirs ou dans les premiers instants après la naissance du cosmos, le temps cesse d'exister tel que nous le connaissons. Il se replie, se mélange et s'efface. Ce qui reste est une mer de pure possibilité, où tout est simultané. Et c'est peut-être de cet océan d'intemporalité que l'univers est né et vers lequel il retournera un jour. Penser à l'avant du temps est une contradiction. Le simple fait d'imaginer un avant suppose l'existence du temps. Pourtant, c'est l'une des questions les plus fascinantes de la cosmologie. Qu'y avait-il avant le Big Bang? L'univers a-t-il eu un commencement ou a-t-il toujours existé sous une autre forme? Le problème, c'est que si le temps a commencé avec l'univers, alors il ne peut pas y avoir d'avant. L'origine du cosmos marque également l'origine du temps lui-même, et cela défie profondément la logique humaine. Selon le modèle cosmologique standard, l'univers est né il y a plus de 13 milliards d'années, lors d'un événement connu sous le nom de Big Bang. Mais ce nom, bien que populaire, est trompeur. Le Big Bang n'a pas été une explosion se produisant dans l'espace et le temps, mais l'émergence de l'espace et du temps eux-mêmes. L'univers ne s'est pas étendu vers l'extérieur à partir de quelque chose. Il a commencé à s'étendre à partir de lui-même. C'est comme si le tissu de l'espace-temps avait surgi du néant, emportant avec lui les lois de la physique, la matière, l'énergie et le flux du temps. Stephen Hawking fut l'un des scientifiques qui se sont le plus consacrés à la compréhension de cette frontière. Dans sa proposition du temps imaginaire, il a suggéré que, dans les premiers instants de l'univers, le temps pouvait s'être comporté comme une dimension spatiale. Cela signifierait qu'avant un certain point, il n'y avait aucune distinction entre passé et futur. Le temps était une direction courbe et non une ligne. Lorsque l'univers s'est refroidi, le temps a commencé à s'écouler tel que nous le connaissons, créant ainsi la sensation d'un commencement. Le Big Bang ne serait donc pas la naissance de quelque chose à partir de rien, mais la transition d'un état intemporel à un état temporel. Cette idée est difficile à concevoir, car l'esprit humain dépend du temps pour penser. Nos pensées, nos souvenirs et notre langage sont structurés en séquences. Demander ce qu'il y avait avant le temps, c'est comme demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. La question perd son sens, car il n'existe pas de nord au-delà de ce point. De même, le Big Bang ne s'est pas produit à un moment du temps. Il fut l'émergence du temps lui-même. Malgré cela, les cosmologistes tentent de franchir cette frontière. Certains modèles suggèrent que notre univers actuel pourrait être né d'un cycle précédent, un effondrement et une renaissance éternelle, un cosmos qui se contracte et s'étend en successions infinies. Cette hypothèse, appelée univers oscillant ou grand rebond, propose que le temps n'a pas de début absolu, mais un rythme éternel de pulsations cosmiques. Chaque cycle détruirait le précédent et donnerait naissance à un nouveau, dans une sorte de respiration de l'univers lui-même.
D'autres théoriciens, tels que ceux qui explorent la théorie de l'inflation éternelle, suggèrent que notre univers n'est qu'une bulle au sein d'un multivers beaucoup plus vaste. Dans ce scénario, de nouvelles régions de l'espace-temps naîtraient constamment ailleurs, chacune possédant ses propres lois physiques et ses propres flux temporels. Le temps pourrait être quelque chose de local, limité à chaque univers, plutôt qu'une entité universelle. Ce que nous appelons le commencement pourrait n'être qu'un bord au sein d'un océan infini d'existences parallèles. Mais il existe une vision encore plus profonde. Peut-être que le temps n'a pas de point d'origine, car il n'a jamais commencé. Il s'agit d'une illusion émergente, qui n'apparaît que lorsque l'univers acquiert forme et structure. Dans l'état le plus primordial, lorsqu'il n'y avait ni particules, ni champs, ni observateurs, le temps n'avait aucun sens. Ce n'est que lorsque naissent des relations entre les choses, lorsqu'un changement peut être comparé à un autre, que le concept d'avant et d'après apparaît. Le temps serait donc un sous-produit de la complexité. Cette hypothèse trouve un écho dans la physique quantique. À l'échelle la plus fondamentale, l'univers peut être décrit par une fonction d'onde éternelle, un état statique contenant toutes les possibilités d'existence. Le temps émerge lorsque des parties de cet état interagissent, échangeant énergie et information. Ainsi, le temps n'existait pas avant le Big Bang, car il n'y avait aucune différenciation, seulement une totalité sans contraste, sans cause, sans séquence. La naissance du temps est, en ce sens, la naissance de la différence. Lorsque l'univers a commencé à s'étendre, la température a chuté, l'entropie a augmenté et les distinctions sont apparues. Le flux temporel a émergé du déséquilibre, du contraste entre ce qui était et ce qui est devenu. À partir de cet instant, l'histoire a commencé à s'écrire. Une histoire qui s'étend jusqu'à cet instant même, tandis que vous écoutez ces mots. Au fond, peut-être que le temps n'a pas de commencement, parce que l'univers lui-même est le commencement. Et peut-être que ce que nous appelons l'avant du temps n'est que le silence absolu d'un cosmos qui n'avait pas encore appris à raconter sa propre histoire. Parmi tous les phénomènes du cosmos, aucun ne défie autant la compréhension du temps que les trous noirs. Ce sont des régions de l'espace où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Ils sont les frontières ultimes de la physique, des lieux où l'espace et le temps cessent de se comporter comme nous les connaissons. En leur sein, les lois connues de la nature s'effondrent et le temps littéralement se défait. Un trou noir naît lorsqu'une étoile d'une masse colossale arrive à la fin de sa vie. Après avoir brûlé tout son carburant nucléaire, la pression interne qui soutenait l'étoile cède et la gravité l'emporte. La matière s'effondre sur elle-même, comprimée jusqu'à un point de densité infinie appelé singularité. Autour de cette singularité se forme ce que l'on appelle le horizon des événements, la limite au-delà de laquelle rien ne peut revenir. C'est là que le temps commence à se déformer de manière extrême. Pour un observateur lointain, tout objet qui s'approche de l'horizon des événements semble ralentir. La lumière qu'il émet devient de plus en plus faible et de plus en plus rouge jusqu'à disparaître complètement. C'est comme si l'objet se figeait dans le temps, suspendu au bord de l'abîme. Pourtant, pour celui qui tombe, le temps s'écoule normalement, jusqu'au moment où il franchit l'horizon et où l'espace se courbe à tel point que toutes les directions mènent inévitablement à la singularité. Le temps et l'espace échangent leur rôle. Ce qui pouvait autrefois être évité devient inévitable. Cette transformation est l'une des conséquences les plus étranges de la relativité générale. Près d'un trou noir, le temps ne fait pas que ralentir. Il se courbe, se plie et se fragmente. Si nous pouvions survivre à la chute, nous verrions l'univers entier s'accélérer sous nos yeux. Le temps extérieur s'emballerait de plus en plus vite, tandis que notre propre temps se traînerait. En quelques secondes internes, nous pourrions assister au futur de milliards d'années du cosmos extérieur. Mais les trous noirs abritent aussi l'un des plus grands paradoxes de la science moderne, le paradoxe de l'information. Selon la physique quantique, aucune information ne peut être détruite. Pourtant, tout ce qui tombe dans un trou noir semble disparaître à jamais. Cela créerait une violation fondamentale des lois de la nature. Stephen Hawking a placé ce dilemme au centre du débat. Il a proposé que les trous noirs ne sont pas totalement noirs, mais qu'ils émettent un rayonnement extrêmement faible, le rayonnement de Hawking, causé par des effets quantiques à l'horizon des événements. Ce rayonnement implique que les trous noirs peuvent lentement s'évaporer. Mais s'ils disparaissent, où va l'information qu'ils contenaient?
Cette question n'a toujours pas de réponse définitive. Certaines théories suggèrent que l'information est codée à la surface de l'horizon lui-même, dans une sorte d'hologramme cosmique, ce qui a conduit au développement du principe holographique, selon lequel tout le contenu d'un volume d'espace peut être décrit par des informations présentes sur sa frontière. Cela bouleverserait radicalement notre notion du temps et de la réalité, en suggérant que l'univers pourrait être, d'une certaine manière, la projection de dimensions plus profondes. Les trous noirs, ainsi, ne sont pas seulement des objets astrophysiques, ce sont des laboratoires naturels pour tester les limites du temps. En leur sein, le temps peut s'arrêter, disparaître, ou même s'inverser, selon ce que suggèrent les équations. Pour un observateur qui franchirait l'horizon, il n'y aurait pas de retour, et il n'y aurait plus vraiment de futur ni de passé. Tout se confondrait en un point unique où le temps cesse d'exister. D'un point de vue philosophique, les trous noirs sont la métaphore parfaite du mystère de l'existence. Ce sont des régions où le temps meurt, mais où l'univers continue. Ce qui s'y passe demeure inaccessible, peut-être pour toujours. C'est comme si le cosmos cachait dans ses abîmes les secrets de sa propre naissance et de sa propre fin. Et il existe une hypothèse encore plus vertigineuse. Certains physiciens pensent que l'intérieur d'un trou noir pourrait contenir l'embryon d'un autre univers. Cela signifierait que ce que nous percevons comme la fin du temps dans un cosmos pourrait être le début du temps dans un autre. Le temps alors ne serait ni linéaire ni fini, mais un cycle de renaissance cosmique. L'effondrement d'une étoile en trou noir pourrait engendrer dans une autre dimension le Big Bang d'un nouvel univers. Les trous noirs nous obligent à faire face à une vérité dérangeante. Le temps, à son niveau le plus profond, est fragile. Il se plie, se brise et peut disparaître. Mais c'est précisément à ces frontières de l'impossible que la science trouve les traces de l'éternité. Car là où le temps s'arrête, commence peut-être quelque chose que nous ne savons pas encore nommer. Quelque chose que, pour l'instant, nous ne pouvons appeler que mystère. Si le temps peut se courber, ralentir et même se déformer, une question inévitable surgit. Serait-il possible de voyager à travers lui? La relativité d'Einstein a ouvert la porte à cette possibilité, du moins en théorie. Dans un espace-temps courbe, certaines trajectoires pourraient ramener un voyageur vers son propre passé ou le projeter dans un futur lointain. Et bien que l'idée semble appartenir à la science-fiction, elle découle des lois mêmes de la physique. Selon la relativité générale, le temps est influencé à la fois par la gravité et par la vitesse. Un voyageur se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière verrait le temps s'écouler beaucoup plus lentement que pour ceux qui restent immobiles. Ainsi, il est parfaitement possible, d'un point de vue physique, de voyager vers le futur. Il suffit de se déplacer assez vite. Ce phénomène, appelé dilatation du temps, a déjà été confirmé par des expériences sur des particules subatomiques et des horloges atomiques. La difficulté est technologique. Atteindre de telles vitesses reste bien au-delà de nos capacités actuelles. Mais qu'en est-il de voyager vers le passé? C'est là que le paradoxe commence. La structure même de l'espace-temps permet des solutions appelées courbes temporelles fermées, des trajectoires qui se replient sur elles-mêmes, reliant le futur au passé. Ces solutions apparaissent naturellement dans les équations d'Einstein dans certains scénarios, comme autour des trous noirs en rotation ou dans les fameux trous de verre. Ces tunnels théoriques pourraient relier deux points distants de l'univers, permettant de traverser l'espace et le temps d'un seul bond. La physique, cependant, est implacable envers quiconque tente de défier la causalité. Si quelqu'un retournait dans le passé, il pourrait interférer avec les événements ayant conduit à sa propre existence, créant le célèbre paradoxe du grand-père. Et si vous retourniez dans le passé pour empêcher la naissance de l'un de vos ancêtres, comment pourriez-vous alors exister pour entreprendre ce voyage? La logique s'effondre, et avec elle, la notion linéaire de cause et d'effet. Plusieurs théories tentent de résoudre ce dilemme. L'une d'elles est le principe d'autocohérence de Novikov, qui propose que l'univers empêche toute action susceptible de créer une contradiction. En d'autres termes, même si quelqu'un voyageait dans le passé, il ne pourrait pas modifier les événements de manière incohérente. Les actions du voyageur feraient déjà partie du passé qu'il tente de changer. Le temps serait comme une tapisserie déjà tissée, et chaque fil, même rebelle, renforcerait le motif final. Une autre hypothèse est celle des univers parallèles. Selon cette vision, revenir dans le passé ne changerait pas notre univers, mais créerait une nouvelle ligne temporelle, une ramification de l'espace-temps. Le voyageur,
en interférant avec le passé, générerait une nouvelle réalité coexistant avec l'original. Cette idée s'accorde avec la mécanique quantique, notamment l'interprétation des mondes multiples où chaque décision crée une bifurcation cosmique. Ainsi, chaque voyage dans le temps serait en réalité une transition entre des univers distincts. Mais peut-être que l'explication la plus profonde se trouve à la limite même de ce que nous appelons le temps. Il se peut que le passé et le futur n'existent pas comme des lieux à visiter, mais comme des dimensions fixes au sein d'un bloc universel. Dans cette vision, voyager dans le temps ne signifierait pas se déplacer le long d'un chemin, mais changer de perspective au sein d'une structure immuable. Le passé resterait éternellement préservé, et le futur éternellement défini, mais tous deux inaccessibles, comme des scènes figées dans un film déjà terminé. Il existe aussi un obstacle pratique qui rend les voyages temporels presque impossibles. L'énergie nécessaire pour créer ou stabiliser un trou de verre serait colossale. De plus, la moindre fluctuation quantique pourrait le faire s'effondrer instantanément. Même s'il pouvait être ouvert, le simple fait de le traverser générerait une gravité et une radiation suffisantes pour le détruire. Ainsi, le temps semble protéger ses secrets, comme si l'univers lui-même empêchait qu'on altère sa ligne causale. Et pourtant, la physique quantique continue de défier cette barrière. Certaines expériences sur des particules subatomiques suggèrent que des effets quantiques peuvent rétroagir, influençant le passé immédiat. Les phénomènes d'intrication quantique, où deux particules éloignées semblent partager instantanément un même état, défient notre notion du temps et de la distance. C'est comme si la réalité, dans son essence, était intemporelle et que le flux temporel que nous percevons n'était qu'une projection. Les voyages dans le temps, donc, n'existeront peut-être jamais tels que nous les imaginons. Des machines pleines de leviers et de panneaux lumineux capables de nous ramener dans le passé. Mais, d'une autre manière, ils existent déjà. Chaque souvenir est un voyage vers ce qui a été. Chaque rêve est une traversée vers ce qui n'est pas encore. L'esprit humain est peut-être le premier dispositif temporel de l'univers, capable de traverser le temps sans jamais bouger dans l'espace. Si le temps a eu un commencement, il peut aussi avoir une fin. La cosmologie moderne cherche à comprendre non seulement comment l'univers a commencé, mais aussi comment il se terminera, et ce qu'il adviendra du temps lorsque cette fin arrivera. L'avenir du cosmos est une question à la fois physique et philosophique, et les réponses possibles sont aussi vastes que l'espace lui-même. Le temps, après tout, n'est pas seulement la scène de l'existence, mais le véritable protagoniste de son histoire. D'après ce que nous savons aujourd'hui, l'univers est en expansion depuis le Big Bang. Cette expansion ne ralentit pas, elle s'accélère. La cause de cette accélération est attribuée à quelque chose de mystérieux appelé énergie sombre. Une force invisible qui semble remplir tout l'espace et pousser les galaxies les unes loin des autres. Si cette tendance se poursuit, le destin de l'univers pourrait être un scénario connu sous le nom de Big Freeze ou mort thermique. Dans ce futur, les galaxies s'éloigneraient tellement que le ciel nocturne deviendrait complètement noir. Les étoiles brûleraient tout leur carburant, se transformant en naines blanches puis en sphères froides de matière dégénérée. Les trous noirs, qui paraissent aujourd'hui éternels, s'évaporeraient lentement par le rayonnement de Hawking. Et lorsque toute l'énergie serait uniformément répartie, le temps perdrait tout sens. Sans mouvement, sans différence, sans changement, l'univers deviendrait un océan silencieux de particules inertes, où plus rien ne se produirait. Le temps mourrait avec le dernier éclat de lumière. Mais ce n'est pas la seule fin possible. Dans un autre scénario, appelé Big Crunch, l'expansion pourrait un jour s'inverser. La gravité, l'emportant sur l'énergie sombre, ferait s'effondrer l'univers sur lui-même, revenant à un état dense et chaud semblable au Big Bang originel. Dans ce cas, le temps, au lieu de s'éteindre, pourrait redémarrer. La fin et le commencement seraient une seule et même chose. La respiration d'un cosmos cyclique renaissant éternellement de lui-même. Il existe aussi une troisième hypothèse, encore plus troublante, le Big Rip. Si l'énergie sombre continue d'accélérer l'expansion à des rythmes toujours plus élevés, elle pourrait déchirer le tissu même de l'espace-temps. D'abord, les galaxies se sépareraient, puis les systèmes solaires. Ensuite, les planètes et même les atomes seraient détruits. Le temps cesserait de s'écouler parce que l'espace lui-même cesserait d'exister. Ce serait la fin absolue, l'instant où la structure de la réalité se défait.
Quel que soit le scénario, toutes les prévisions convergent vers une même conclusion. Le temps n'est pas éternel. Il est né et, d'une certaine manière, il prendra fin. Et, paradoxalement, c'est cette finitude qui rend le temps si précieux. Si l'univers durait pour toujours, rien n'aurait de sens. Le passage du temps est ce qui donne du poids à l'existence. Le temps est la mesure du sens, et la fin du temps est le point final de toute histoire possible. Les cosmologistes envisagent également une idée fascinante, celle que le temps puisse continuer d'exister même après la fin de l'univers. Dans certaines versions de la théorie de la gravité quantique, l'effondrement total de la matière et de l'énergie pourrait donner naissance à un nouvel espace-temps, une renaissance cosmique. Chaque univers ne serait qu'une cellule dans un arbre infini de réalités, chacune possédant son propre temps. Ce que nous appelons fin ne serait qu'une transition, le commencement d'une autre ligne temporelle dans un autre domaine de l'être. Ces idées nous mènent à une question encore plus profonde. Le temps est-il une propriété de l'univers ou l'univers est-il une manifestation du temps? Peut-être que le temps est le véritable créateur, la force invisible qui engendre, transforme et dissout tout ce qui existe. Si l'espace est le corps du cosmos, le temps en est l'âme. Le destin final du temps demeure inconnu, mais le simple fait qu'il avance vers quelque chose est ce qui nous permet d'exister. Nous sommes, en essence, des fragments de temps conscients de son propre passage. Et peut-être que le plus grand mystère n'est pas la fin de l'univers, mais le miracle d'être ici, vivant dans cet instant éphémère entre ce qui a été et ce qui sera. Parmi toutes les dimensions de l'univers, le temps est la seule qui porte le poids de l'âme. Il est le miroir de l'existence, le fil invisible qui relie la naissance, la mémoire et la mort. Contrairement aux étoiles et aux galaxies qui suivent des rythmes cosmiques de millions d'années, l'être humain vit dans une échelle temporelle fragile, délicate et finie. C'est dans ce contraste entre l'éternité du cosmos et la brièveté de la vie que naît le drame de la conscience. Savoir que le temps passe et que nous passons avec lui. Depuis les origines, l'humanité tente de vaincre le temps. Nous avons construit des monuments pour résister à l'oubli, écrit des livres, sculpté la pierre, inventé l'art. Tout cela pour laisser une trace dans le tissu de l'histoire. Dans chaque acte de création réside le désir silencieux de demeurer. Le temps, tout en nous vieillissant, nous donne la possibilité de laisser quelque chose qui le dépasse. Cette dualité définit la condition humaine. Exister, en sachant que tout est transitoire. Le temps façonne nos corps et nos émotions. Il est l'architecte invisible des rides, des souvenirs et des pertes. Chaque cellule qui se renouvelle, chaque pensée qui se transforme, chaque amour qui naît et s'efface, sont les manifestations du flux temporel en nous. Nous sommes faits de temps. Nos atomes ont été forgés dans des étoiles anciennes. Et ce qui pulse aujourd'hui dans nos veines est le fruit de milliards d'années d'histoire cosmique. Lorsque le temps agit sur l'univers, il crée. Lorsqu'il agit sur l'être humain, il enseigne. La conscience du passage du temps est à la fois un don et une malédiction. Elle nous donne un but, mais aussi la peur. Savoir que la vie est limitée nous oblige à choisir, à agir, à aimer avec urgence. Sans le temps, il n'y aurait pas de sens, seulement l'immobilité. C'est le temps qui donne sa saveur à l'existence, transformant chaque instant en quelque chose d'unique. Mais c'est aussi lui qui nous fait ressentir la douleur de la perte, la nostalgie de ce qui fut et l'anxiété de ce qui n'est pas encore venu. La conscience du temps est le prix de la lucidité. Au fil de l'histoire, l'humanité a tenté de surmonter cette condition. Nous avons cherché l'immortalité dans les religions, la technologie, la science et les mythes. Nous rêvons d'arrêter le temps, de figer l'instant, d'inverser le vieillissement, de revivre le passé. Mais peut-être que le secret n'est pas de lutter contre le temps, mais d'apprendre à l'habiter. Le temps n'est pas l'ennemi, il est le maître. Il ne nous enlève rien, il transforme seulement. Ce que nous appelons la fin n'est souvent qu'un changement de forme. D'un point de vue philosophique, la relation entre le temps et l'être humain est le point le plus profond de l'expérience d'être en vie. Sans le temps, il n'y aurait pas de moi, car le moi est une continuité qui se reconnaît dans le changement. L'identité est une narration, et toute narration a besoin de temps. Nous vivons en racontant des histoires, celles de ce que nous avons été, de ce que nous sommes et de ce que nous voulons devenir. Et c'est cette capacité à raconter le temps qui nous distingue de toutes les autres formes de vie. Même en sachant que tout est éphémère, nous cherchons l'éternité dans les petites choses, dans le sourire de ceux que nous aimons,
dans la beauté d'une nuit étoilée, dans le souvenir d'un moment simple gravé à jamais. Le temps peut tout détruire, sauf le sens que nous donnons à nos expériences. Et peut-être que le sens de la vie est justement celui-là, créer du sens avant que le temps ne l'emporte. Il existe aussi une dimension spirituelle dans cette relation. De nombreuses traditions anciennes voyèrent le temps comme un cycle, non pas comme un ennemi mais comme un flux de renaissance. La mort ne serait pas une fin, mais un changement d'état, un retour à la source. Dans cette vision, le temps n'est pas une ligne qui s'achève, mais un cercle qui se régénère. La nature elle-même nous l'enseigne. Les saisons reviennent, les graines meurent pour refleurir, et la nuit cède toujours la place au jour. Le temps ne détruit pas, il transforme tout pour que rien ne demeure immobile. Au fond, peut-être que le plus grand mystère du temps n'est ni son origine, ni sa fin, mais la manière dont il nous fait nous sentir vivants. Il nous rappelle que tout est impermanent, et c'est justement pour cela que tout est précieux. Sans le passage du temps, rien n'aurait de valeur. L'amour n'a de sens que parce qu'il peut finir. La jeunesse n'est belle que parce qu'elle est brève. La vie n'est intense que parce qu'un jour elle s'éteindra. Le temps nous apprend à voir l'infini dans l'instant. Nous vivons à une époque où le temps semble s'être accéléré. La révolution technologique a transformé non seulement la manière dont nous travaillons, communiquons et consommons l'information, mais aussi la manière dont nous percevons le temps. L'horloge qui marquait autrefois les jours, les heures et les pauses a été remplacée par un flux continu de notifications, de messages et de stimulations. Le temps numérique n'a ni silence ni vide. Il s'écoule à grande vitesse, entraînant l'esprit humain qui tente de le suivre, mais n'y parvient presque jamais. Autrefois, le temps était lié au cycle naturel, le lever du soleil, la tombée de la nuit, les saisons, le rythme du corps. Aujourd'hui, il est lié à la lumière des écrans, aux algorithmes et aux délais. L'aube a perdu son sens face à la luminosité constante des appareils. Travail et loisirs se confondent. Le repos est devenu un défi. Nous n'avons jamais été aussi connectés et, paradoxalement, aussi éloignés du temps réel. Le temps numérique est instantané, fragmenté et souvent impersonnel. Les neurosciences montrent que cette nouvelle relation au temps modifie la structure de l'attention humaine. Le cerveau, exposé à des stimulations rapides et intermittentes, s'adapte aux récompenses immédiates et perd la capacité de maintenir la concentration sur la durée. Cela crée une perception déformée. Nous avons l'impression que le temps passe plus vite, tout en sentant qu'il n'y en a jamais assez. Le résultat est un état d'accélération chronique, un sentiment permanent d'urgence, de retard, d'être toujours en train de courir après quelque chose que le temps lui-même nous empêche d'atteindre. Le paradoxe est cruel. La technologie a été créée pour nous faire gagner du temps, mais elle a fini par nous en faire perdre. Les minutes gagnées en efficacité, nous les perdons en présence. La vitesse nous avait promis la liberté, mais elle nous a enfermés dans un cycle de répétition. À chaque clic, à chaque mise à jour, l'esprit se fragmente en petits éclats d'attention. L'expérience du temps cesse d'être linéaire pour devenir une succession d'impulsions brèves et déconnectées, où le passé s'efface et où l'avenir ne vient jamais. Les réseaux sociaux sont le miroir le plus net de cette mutation temporelle. Ils fonctionnent dans un présent continu, un maintenant éternel qui ne laisse aucune place au silence ni à la réflexion. La ligne du temps, un nom ironique, n'est pas une ligne, mais un tourbillon. L'information surgit et disparaît en quelques secondes, sans laisser de traces. Le temps numérique est, par essence, jetable. Il remplace la profondeur par la quantité, le rythme par la hâte, le contenu par la réaction. Cette accélération a également affecté notre manière d'habiter le corps. Le temps biologique, lent et organique, est entré en conflit avec le temps technologique. Nous dormons moins, respirons mal, mangeons vite. Le corps, encore soumis aux lois naturelles, souffre en essayant de suivre le rythme des machines. Cette déconnexion entre le temps humain et le temps numérique engendre fatigue, anxiété et vide intérieur. Nous sentons que le temps passe trop vite, mais en même temps, nous avons l'impression que rien ne se produit vraiment. La psychologie contemporaine appelle ce phénomène présentisme chronique. Nous vivons prisonniers d'un présent continu, incapables de nous ancrer dans le passé ou de nous projeter dans l'avenir. Le temps a perdu ses frontières. Il n'y a plus d'attente, plus d'anticipation, seulement la mise à jour. Voilà pourquoi l'anxiété est le mal de l'ère numérique. Elle est le symptôme d'un esprit qui a perdu le rythme naturel du temps. Cependant, tout n'est pas perdu. La même technologie qui déforme le temps
peut aussi nous aider à nous y reconnecter. La méditation guidée, les sons de la nature, les enregistrements de bruit blanc et les vidéos de relaxation, comme celles que vous écoutez maintenant, sont des tentatives de restaurer notre lien perdu avec le temps intérieur. Ce sont des invitations à ralentir, à respirer et à reprendre le contrôle de notre perception temporelle. Peut-être que le grand défi du XXIe siècle n'est pas de dominer le temps, mais de le réapprendre. Trouver l'équilibre entre l'urgence numérique et le silence biologique. Redécouvrir la valeur de la lenteur dans un monde qui confond vitesse et progrès. Le temps humain n'est pas fait d'algorithmes, il est fait de battements, de pauses et de présence. Au bout du compte, chaque seconde que nous vivons est un fragment de l'infini. Le temps numérique peut nous tromper, mais le temps réel est toujours là, dans le son du vent, dans la respiration paisible, dans le simple fait d'exister. Il suffit de s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, et le temps recommence à respirer avec nous. Une question hante aussi bien les physiciens que les philosophes. Le temps peut-il prendre fin? Et s'il n'était qu'une phase transitoire de l'univers, destinée à disparaître comme tant d'autres propriétés émergentes de la réalité? Cette idée, aussi impossible qu'elle puisse paraître, est prise au sérieux par certains des plus grands penseurs de la physique contemporaine. Selon eux, le temps ne serait peut-être pas une caractéristique permanente du cosmos, mais un phénomène temporaire, une structure apparue, évoluée, puis appelée à disparaître un jour lointain. Dans de nombreuses théories de la physique fondamentale, notamment celles qui tentent d'unifier la gravité et la mécanique quantique, le temps n'apparaît pas dans les équations. Cela signifie qu'il pourrait ne pas être quelque chose de fondamental, mais plutôt une conséquence des interactions entre les parties de l'univers. De même que la température n'existe pas pour une seule molécule, mais résulte du comportement collectif de nombreuses d'entre elles, le temps pourrait être le produit des interactions de la matière et de l'énergie. Lorsque l'univers se dispersera complètement, le temps perdra tout son sens. Carlo Rovelli, l'un des principaux théoriciens de la gravité quantique à boucle, affirme que le temps est une illusion émergente. Pour lui, l'univers dans son ensemble est un système sans temps, et ce que nous appelons le passage du temps n'est que le changement des corrélations entre différentes parties de la réalité. Lorsqu'il n'y aura plus de différence, lorsque tout atteindra un équilibre thermique parfait, le temps cessera simplement d'exister. Ce point d'équilibre cosmique est ce que les physiciens appellent la mort thermique de l'univers. Mais il existe des hypothèses encore plus audacieuses. Certains physiciens pensent que le temps pourrait inverser son sens lorsque l'univers atteindra des états d'énergie extrême. Si l'entropie s'inversait à l'échelle cosmologique, le temps pourrait commencer à s'écouler à rebours. Cela ne signifierait pas revivre le passé, mais que les concepts mêmes de passé et de futur perdraient toute signification. L'univers pourrait s'effondrer sur lui-même et émerger dans une autre direction temporelle, une séquence infinie de naissance et d'extinction, sans véritable commencement ni fin. D'autres théories suggèrent que le temps n'est qu'une illusion créée par la conscience. Si l'univers, dans sa forme la plus profonde, est un bloc intemporel d'espace-temps, une structure géométrique où tous les événements coexistent, alors le temps ne serait qu'une forme de perception. Ce que nous appelons le passage ne serait pas le mouvement de l'univers, mais le mouvement de notre esprit feuilletant ses pages. Le temps mourrait non pas lorsque l'univers s'éteindrait, mais lorsqu'il n'y aurait plus de conscience pour le percevoir. Stephen Hawking alla jusqu'à envisager que le temps puisse être une dimension qui change de nature aux frontières du cosmos. Dans des conditions extrêmes, comme dans les singularités ou aux premiers instants du Big Bang, le temps pourrait se comporter comme l'espace, non pas en s'écoulant mais en coexistant dans toutes les directions. Cela impliquerait que le temps, dans son sens linéaire, n'est qu'une propriété locale, limitée à certaines régions de l'univers. En dehors de celle-ci, le temps n'existerait pas. Il existe également une interprétation plus philosophique, et en même temps plus troublante. Le temps n'existe pas parce qu'il n'a jamais existé. Ce que nous appelons le temps ne serait qu'une manière humaine d'organiser l'inconnu. L'esprit incapable de saisir la totalité de la réalité en un seul regard divise l'univers en avant et arrière, cause et effet, commencement et fin. Le temps serait alors la carte d'une réalité qui est en essence simultanée. Si le temps venait réellement à disparaître, que resterait-il? Peut-être rien, ou peut-être tout. Dans un univers sans temps, il n'y a ni changement ni perte. Il n'y a ni futur ni passé. L'être et le non-être deviennent indissociables. C'est un concept qui dépasse la raison,
et se rapproche de ce que les traditions mystiques ont toujours pressenti. L'idée d'éternité, non pas comme une durée infinie, mais comme une absence totale de temps. Cette possibilité nous oblige à réévaluer notre propre existence. Tout ce que nous sommes, souvenirs, désirs, émotions, dépend de l'écoulement du temps. Si celui-ci cessait, qu'adviendrait-il du moi? Peut-être que la conscience, tout comme l'univers, n'est qu'une forme temporaire de l'éternité se percevant elle-même. Et lorsque le temps prendra fin, ce que nous appelons la vie pourrait simplement retourner au silence originel d'où tout est né. Le temps est le grand paradoxe de l'existence. Il est à la fois la prison et la liberté de tout ce qui vit. Sans lui, rien ne pourrait changer, mais à cause de lui, rien ne peut demeurer. Le temps crée et détruit, rapproche et sépare, donne un sens et le retire. Il est l'artiste invisible qui sculpte l'univers, et du même geste qui fait naître une étoile, efface tout ce qu'elle éclaire. Si le temps est une illusion, comme le suggèrent tant de physiciens et de philosophes, alors c'est la plus parfaite des illusions, celle sans laquelle la réalité perdrait toute signification. Nous vivons à l'intérieur de cette illusion comme des poissons dans l'eau sans percevoir le milieu qui nous soutient. Le temps est ce qui fait exister le passé dans la mémoire, le présent dans la conscience et l'avenir comme promesse. Il est le fil qui coude le tissu de l'expérience, reliant tout ce que nous sommes à ce que nous avons été et à ce que nous pourrions devenir. Même si l'univers, dans sa structure la plus profonde, est intemporel, nous ne le sommes pas. Nous sommes des créatures temporelles, faites d'instants, façonnées par leur passage. Et c'est peut-être précisément cela qui fait de nous des êtres humains. Il y a quelque chose de profondément beau dans l'acceptation du temps comme mystère. Car même sans le comprendre, nous apprenons à le ressentir. Nous mesurons le temps avec des horloges, mais aussi avec des larmes, des rires, des silences et des battements. Il est le pouls du cosmos, mais aussi le rythme du cœur. Quand nous aimons, le temps s'étend. Quand nous souffrons, il se traîne. Quand nous contemplons, il s'arrête. Aucune théorie, si sophistiquée soit-elle, ne peut saisir cette dimension intime et subjective de l'expérience temporelle. Si le temps n'est pas réel, alors chaque moment est éternel. Rien ne se perd, tout change simplement de forme. Le passé existe encore quelque part dans le tissu de l'espace-temps, l'avenir est déjà inscrit, et le présent est le point de contact entre les deux. Vivre, c'est franchir cette frontière instant après instant, conscient à la fois de notre finitude et de l'éternité qui nous entoure. Le temps ne coule pas à l'extérieur de nous, il coule à travers nous. La physique nous montre que le temps peut être relatif, élastique et même émergent, mais la vie nous montre qu'il est précieux. Le temps est la monnaie la plus précieuse de l'univers, parce qu'il ne peut être ni conservé ni retrouvé. Tout ce que nous avons, c'est le maintenant, ce minuscule intervalle entre ce qui fut et ce qui sera. C'est dans cet espace sacré que résident la création, l'amour et le sens. Peut-être que le secret n'est pas de chercher à maîtriser le temps, mais de l'habiter pleinement. Lorsque nous contemplons le ciel nocturne, nous regardons le passé. Les étoiles que nous voyons n'existent peut-être plus, et pourtant, leur lumière voyage à travers le temps pour atteindre nos yeux. Cela signifie que, d'une certaine manière, rien ne disparaît vraiment. L'univers conserve tout, même ce que nous croyons perdu. Il en va de même pour la vie. Ce que nous avons vécu continue de résonner, dans les souvenirs, dans les gestes, dans les traces invisibles laissées dans le monde. En fin de compte, le temps peut être une illusion, mais c'est une illusion nécessaire. C'est elle qui nous permet d'aimer, d'apprendre, de grandir et d'exister. Et même si un jour l'univers se tait et que le temps cesse de s'écouler, l'expérience que nous en avons eue restera réelle, parce qu'elle a été ressentie. Et ressentir est la forme la plus profonde de l'existence. Le temps a toujours été avec nous, comme compagnon, comme maître, comme mystère. Il nous façonne depuis le premier souffle de vie jusqu'au dernier soupir, et peut-être au-delà. Chaque seconde est un fragment d'éternité, une particule d'existence qui ne se reproduira jamais. Comprendre le temps, c'est tenter de comprendre l'acte même d'exister, et c'est peut-être pour cela qu'il demeure insaisissable, car le temps n'est pas quelque chose que l'on comprend, c'est quelque chose que l'on vit. Pendant que vous écoutez ces mots, le temps continue de se mouvoir silencieusement autour de vous. Il coule dans le son de la pluie, dans les battements du cœur, dans l'éclat lointain des étoiles qui envoient leur lumière à travers les siècles. Et c'est dans ce flux que nous trouvons la beauté, dans la certitude que tout passe, mais que rien n'est jamais vraiment perdu.
Le temps transforme, recycle, réinvente. Il est le cycle invisible de la création, le même qui nous a conduits jusqu'ici et qui un jour nous portera plus loin. Peut-être que le temps n'existe pas tel que nous l'imaginons. Peut-être n'est-il que la perception d'un univers éternel se découvrant lui-même. Mais tant que nous sommes ici, à l'intérieur de cette ligne d'instant, le temps est notre réalité. C'est en lui que nous aimons, souffrons, apprenons et laissons des traces. Le temps est notre miroir. En le regardant, nous voyons ce que nous sommes, des êtres brefs mais conscients de leur propre brièveté. Et c'est cette conscience qui donne sens à l'existence. C'est pourquoi, plus que de comprendre le temps, il faut le ressentir. Le ressentir dans la pause entre deux pensées, dans l'intervalle entre deux respirations, dans le regard de celui ou celle qui se tient près de nous. Le temps est ce qui transforme le présent en éternité et ce qui fait du fugitif quelque chose de sacré. Alors, à la fin de ce voyage, fermez les yeux un instant, respirez, écoutez le silence. C'est le point où le temps rejoint l'éternité. C'est l'instant qui existe vraiment, le présent. Et en lui se trouve tout, le passé qui l'a façonné et le futur qui en naîtra. Dites-nous d'où vous écoutez. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Et abonnez-vous à la chaîne Dormir avec la science pour continuer à explorer les grands mystères de l'univers. Car tant que le temps existera, et même lorsqu'il se taira, il y aura encore des questions, encore de la curiosité, encore de la conscience. Et surtout, il restera le désir de comprendre pourquoi le temps, bien qu'invisible, est ce qui fait exister toute chose. Faites de beaux rêves et à la prochaine vidéo.